Alors, la dernière conférence de la journée porte sur le syndicalisme et l'antiracisme. Et la question, c'est quelle solidarité face à l'extrême droite. Donc, ça va être présenté par Benjamin Buge, réalisateur de films sociologiques sur le travail et président de l'association Broyeurs d'images. Alors, merci Joe, d'autant que c'est bien qu'on se retrouve un peu là tous les deux pour terminer, parce que c'était, je me rappelle d'un mois de septembre pluvieux où on a réfléchi cette thématique. Et justement, on était très très motivés. Donc c'est très bien qu'on se retrouve là pour en terminer. Donc ouais. Alors je vais essayer moi aussi de raccourcir. J'aurais dû dire à Léa de faire le chronomètre pour se venger de tout à l'heure. Donc ouais, c'est un peu ambitieux le programme, dans le sens où 4 conférences, on pensait tous faire des petits passages de 20 minutes, et en réalité c'est des vraies thématiques, et c'est des vraies thématiques qu'on pourrait encore approfondir. Voilà. Moi, voilà, je vais commencer par une phrase Alors, d'où je vous parle, et je vais essayer d'être assez court. Donc moi, je suis président d'une asso qui s'appelle Broyeurs d'images. On essaye de faire des films qui mêlent sociologie, culture et la question du travail. Donc j'étais pas spécialement sur la thématique de l'extrême droite. C'est pas quelque chose sur lequel naturellement je vais travailler. Déjà pour des questions de santé mentale. Je vous avoue que les 3 semaines que je viens de passer avec les thèses de l'extrême droite n'étaient pas forcément réjouissantes, mais c'est pas grave. C'est tout l'intérêt du Havre des luttes, je pense, c'est justement de former des militants, et qui soient capables d'avoir un discours, quel qu'il soit, hein, mais d'avoir un discours en tout cas, et de se positionner. Et peut-être qu'à la sortie de ce travail que j'ai pu faire, j'arrive un peu mieux à me positionner, à être peut-être un peu moins naïf sur ces questions. C'est pas sûr, et je pense qu'on pourra largement le critiquer, mais en tout cas, voilà, c'était ça l'intérêt de faire ces interventions aujourd'hui. Et donc, je vais donc commencer par une phrase que m'a dit un camarade à Marseille, un ancien de Cocrioville, qui se retrouve à faire du thé à Marseille pour 13,36, et qui m'a dit cette très jolie phrase: un combat qui n'est pas mené est un combat perdu. Voilà, et c'est vraiment, ça va être un peu là-dessus que je vais tourner tout au long de cette intervention. Donc le rôle d'un syndicat est de rompre le silence. C'est même sa force, sa faiblesse, c'est de voir s'il est en mesure de transformer cette parole en conviction, et bien sûr en mobilisation. Le syndicalisme devrait être au premier rang des acteurs de la lutte contre le racisme, d'autant que le racisme est dit structurel, en particulier au travail. La discrimination à l'embauche, l'avancement des carrières, de l'obtention des postes et les écarts de rémunération. Or, quand on cherche quelles sont les organisations reconnues pour les combats antiracistes sur ces dernières discriminations citées, on va citer le MRAP, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, ou encore SOS Racisme avec ses campagnes de testing sur le recrutement. Mais on n'ira pas parler naturellement des syndicats. On notera pourtant que les syndicats, sur ces questions, ne manquent pas d'outils, de structures, de groupements, de discours. Vous avez par exemple le collectif Rosa Parks chez Solidaire depuis 2018, qui s'intéresse spécifiquement à ces questions. Vous avez aussi, et ça c'est vraiment un site que je vous conseille d'aller compulser, le site Visa. Alors c'est plus qu'un site, c'est un groupement, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, fondé en 1996 et composé de 250 structures syndicales, qui fournit littérature et là encore des outils contre le racisme. On a les outils, mais ça n'a pas empêché de retrouver 24% de sympathisants CGT votés pour Bardella aux dernières européennes. C'est toujours moins que la moyenne nationale, mais ça interroge sur les convictions des syndiqués. Quand bien même, une fois l'abstention prise en compte, il ne resterait que 10% de sympathisants votant RN. C'est bien sûr beaucoup trop. C'est d'ailleurs le constat que faisait Sophie Binet dans le dernier rapport sur le racisme en janvier 2024, qu'on peut trouver sur le site de la CGT, et avec cette phrase que je trouve assez intéressante: si l'on accepte un militant RN sans l'exclure, le RN va progresser dans l'organisation, et après il sera trop tard. Dès qu'un syndiqué CGT s'affiche comme d'extrême droite, il faut organiser son exclusion. Parfois, on le paie électoralement. Alors, ce discours-là, c'est un discours récent. C'est vraiment quelque chose de nouveau, mais au moins, voilà, il y a un véritable positionnement.
Typiquement, il y a aussi à la CFDT, ça leur arrive aussi, ils ont exclu, là, il n'y a pas longtemps, Maxime Amblard, qui s'est présenté comme député RN et qui était représentant CFDT. Bon, ils l'ont exclu, alors assez discrètement, mais ils l'ont fait quand même. Donc voilà, moi je pense que effectivement, c'est en tous les cas aujourd'hui, avec les résultats aux dernières élections et puis la montée du discours d'extrême droite assez largement, la gauche est quand même obligée de se positionner et le fait de plus en plus. Peut-être maladroitement, peut-être pas de la bonne façon, mais en tout cas, elle le fait. Maintenant, il faut effectivement transformer la parole en conviction et en mobilisation. Et c'est là où on ne peut pas éviter de penser quand même aux dernières manifestations. C'est-à-dire que sur la retraite, on va prendre les chiffres du Havre, on avait, selon les syndicats, 50 000 manifestants. Si on prend l'entre-deux tours, enfin pas l'entre-deux tours, mais après les européennes et avant les législatives, hein, puisqu'on a eu droit à 3 tours d'élection, selon les syndicats, on était 5000 manifestants. Et si on prend pour la mort de Naël, je pense qu'on pouvait se compter véritablement, allez, on était peut-être une cinquantaine selon mes chiffres très optimistes. Voilà, donc le discours est là, les outils sont là, mais est-ce que véritablement on arrive à transformer ça? C'est pas dit. Alors, c'est une évolution et je voudrais juste reprendre un petit extrait de Philippe Bataille, qui est sociologue. Et moi, c'est vraiment, je vous dis, la sociologie, en tout cas, c'est vraiment un outil, je pense, qui est assez intéressant pour travailler toutes ces questions. Et donc, il avait fait des interviews en 96. Il avait pris 40 syndicalistes et puis il leur avait fait parler de ces questions et entre autres de transformer la détermination en action concrète. Donc typiquement, on est dans notre sujet, on est sur ce sujet-là en tout cas. Et donc voilà la phrase d'un délégué syndical CFDT pour le coup, mais la CGT aurait pu dire la même chose. On est fort sur le terrain de l'entreprise en tant que syndicat. On est plus fort qu'eux. Il s'agit surtout qu'on le reste. Et donc, qu'on ne rejette pas les tentatives du FN de pénétrer le monde syndical, qu'on ne rejette pas des gens idéologiquement, au contraire, captons-les, transformons-les, plutôt que d'aller les rejeter et de nourrir ces gens vers un sectarisme qu'on percevra comme un sectarisme politique, ce qui va à terme nourrir la constitution d'un syndicat frontiste. Alors, il a très bien vu la chose, parce qu'en 96, justement, se fondent des syndicats frontistes. Vous en avez plusieurs. Ça va être une tentative plus ou moins avortée, mais enfin bon. Donc déjà, déjà en 96, on a déjà des tentatives de l'extrême droite de rentrer dans le champ syndical avec des syndicats très corporatistes, FN Police, FN Pénitentiaire. Le MEN, Mouvement d'éducation nationale. Non, j'ai appris des acronymes assez extraordinaires. Bon, le truc, c'est qu'ils se sont fait tous plus ou moins assez vite interdire. Parce qu'on peut s'appeler syndicat qu'à partir du moment où on est là pour ses syndiqués. On n'est pas là pour son parti. Et là, il va y avoir des procédures juridiques et ils vont perdre. Et ils vont perdre de ce côté-là. Par contre, ils vont continuer d'avoir un discours sur la question du social et la question du travail, évidemment. Ça, c'est un souci. L'autre souci, et là, c'est un peu de notre côté en tant que syndicaliste, parce que je ne l'ai pas dit d'ailleurs au début de mon intervention, mais d'où je vous parle, je suis aussi à la CGT et je milite aussi pour les chômeurs précaires, au comité chômeurs précaires de la CGT. Alors c'est important de le dire parce que, voilà, pour vous dire qu'aussi je vois ça de l'intérieur et que c'est des questions qui me touchent et qui me posent souci. Alors l'autre problème à mes yeux, c'est la vision des salariés envers les syndicats. Ils sont plus vus comme des prestataires de services de la lutte, services juridiques au prud'homme, négociateurs salariales, intermédiaires pour les retraites. Or, ces facettes du syndicalisme sont très importantes, mais elles n'ont pas de spécificité politique et sont souvent menées en intersyndical. La neutralité prônée, soi-disant, par la charte d'Amiens de 1906, charte à laquelle se réfèrent de nombreux syndicats, c'est CGT, FO, CNT, FSU, CFTC, ont oublié l'article 2 de la charte qui est quand même de dire que tous les travailleurs conscients de mener la lutte, de regrouper tous les travailleurs conscients de mener la lutte pour la disparition du salariat et du patronat. Or là, quand on dit ça, on entérine la lutte des classes. On n'est pas du tout dans un discours apolitique. Il n'y a pas de neutralité. On se dissocie des partis, mais absolument pas
du discours politique. Pour aller regarder un peu du côté, là on a été regarder un peu du côté des syndicats, on va aller regarder un peu du côté de l'extrême droite et bêtement, j'ai été regarder qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, quoi. Wikipédia, les définitions un peu standards pour essayer de voir à quoi je m'attaque et aussi essayer d'avoir un angle. Donc, trois principes et 2 fondements. Premier principe, le rejet de l'immigration, avec comme fondement la xénophobie. Deuxième principe, un projet autoritaire, dont le fondement est la peur, qui se résout par un programme, paraît-il, en 3 mots, à savoir l'ordre, l'ordre, l'ordre. Une rhétorique anti-système, avec comme fondement, il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est à la fois le plus flou et certainement le plus dangereux. Un discours populiste, démagogue, fourre-tout, où ils sont capables de tout dire en même temps. Après, bien sûr, vous pourriez me citer les différences, les identitaires, les souverainistes, les néofascistes, les néonazis. Mais tous ces mouvements, toutes ces mouvances ont quand même en commun un projet xénophobe et autoritaire. Donc, je m'arrêterai, moi, à ces 2 questions. Je ne serai pas l'arbitre des élégances entre les différents courants de pensée, qu'ils se règlent entre eux. Ce qui m'intéresse, en particulier, c'est la rhétorique, vue comme moyen d'accès au pouvoir, quitte à dire tout et son contraire. Bon. Alors, pour petits exemples et petites phrases croquignolesques, Marine Le Pen sur CNN, là, dernièrement, en juillet 2024, qui dit que le RN se situe entre le centre droit et le centre gauche. Bruno Gollnisch, en mai 2023, sur Radio France, qui dit je ne suis pas un modéré, mais je ne suis pas un extrémiste non plus. Donc vous noterez dans ces 2 cas le vice abyssal du discours politique. Surtout pas de politique. Ne pas faire de politique. Et ça, c'est un discours qu'on va entendre, malheureusement, dans les syndicats. Je vous rappelle la fameuse référence à la charte d'Amiens. Donc, soyons très clairs, le but de l'extrême droite a été toujours l'affaiblissement, voire la disparition des syndicats. Leur projet est bien sûr autoritaire. On notera que jusqu'en 2012, le FN puis le RN ont prôné la pénalisation du droit de grève. Aujourd'hui, ils souhaitent simplement le restreindre. Comme titrait le journal de presse de la CGT La Vie ouvrière en juillet 2024, l'extrême droite, ennemi mortel du syndicalisme. Les 2 sont absolument antinomiques. On ne peut pas voter RN et se syndiquer. Quelques petits rappels historiques, malgré tout. C'est la partie peut-être un peu longue, mais justement j'ai du temps. Alors, dès le 19e siècle et dès 1820, on entend parler du mot extrême droite, en réalité, pour déjà désigner les partisans de la Restauration, qui vont laisser place aux nationalistes 60 ans plus tard avec le général Boulanger. Alors que ce personnage a le vent en poupe, en 1884, les syndicats sont légalisés par la loi Waldeck-Rousseau. Alors, le patronat, évidemment, pour faire face, va s'employer à casser ces mouvements avec la création de syndicats patronaux, la création de syndicats jaunes et l'usage du dumping social, déjà bien montré en Angleterre par Karl Marx 50 ans plus tôt, à savoir faire monter le chômage par l'usage de salariés étrangers et aussi la mécanisation et utiliser le chômage. Alors moi, c'est un terme c'est une thématique qui m'intéresse parce que comité chômeur précaire, de regarder en quoi on utilise le chômage pour casser du syndicat, c'est toujours quelque chose qui en tout cas des motivations syndicales et des mouvements syndicaux, c'est toujours très intéressant à mon sens. Et c'est très fonctionnel. C'est-à-dire que plus le chômage augmente, généralement, plus les salaires baissent. Il y a d'autres phénomènes économiques que des économistes expliqueraient beaucoup mieux que moi sur l'inflation, mais en tout cas, ça, c'est assez fonctionnel. Et ça, le patronat va s'en servir beaucoup et se sert aussi donc beaucoup de salariés étrangers et qui, par question de vase communicante, arrivent à faire monter des groupements nationalistes. Alors, j'ai trouvé cette phrase titrée d'un journal qui s'appelle Le Travail National, en 1890, qui est un journal ouvrier.
syndical. C'est le syndicat ouvrier du port de Marseille qui dit donc cette phrase. Donc si vous imaginez, vous avez 1884, vous avez la création des syndicats, 88, augmentation du chômage massive, montée de Boulanger qui arrive à récupérer, il fait 10 législatives les unes derrière les autres en démissionnant à chaque fois d'une législative pour en récupérer une autre. Enfin, c'est un espèce de passage assez intéressant dans l'histoire française. Bon, mais surtout, donc ouais, c'est cette phrase d'un syndicaliste qui va dire: quand le gouvernement sévira-t-il contre les compatriotes de ces barbares, ces chenapans à face humaine qui viennent enlever le travail de nos nationaux, en parlant des Italiens. Alors, on a en quelques mots toute la rhétorique actuelle, à savoir l'immigré, l'étranger venant manger le pain du français. Bon, là, pour le coup, c'est un Italien. On a aussi, à ce moment-là, c'est concomitant en 1892, les premières lois régissant la nationalité. Finalement, la pensée d'extrême droite est l'idiote utile du patronat. Elle est à son service pour essayer de casser les mouvements syndicaux. Et puis, tous les syndicats jaunes avec la valeur travail opposée au syndicalisme qui prône normalement solidarité et égalité au service des travailleurs. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase et c'est important de la rappeler. Le 1er mai, on ne fête pas le travail, mais on fête les travailleurs. Donc vraiment, cette question de la valeur travail, c'est une question qu'on va retrouver aujourd'hui dans le discours macroniste, qu'on va retrouver au sein des syndicats eux-mêmes. C'est-à-dire, nous, on bosse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle, moi, quand je travaille sur la question du chômage, parce que ça va être, évidemment, tout le discours sur les parasites, sur les allocations. Et là, vous sentez bien la suite de mon propos. On va arriver, évidemment, sur le Front National. Alors, je vais passer quand même assez vite sur une chose. Bon, il y a les années 30. C'est l'avènement des ligues. Alors, on a vraiment un discours antisémite et anticommuniste. C'est aussi l'apogée. C'est l'arrivée en France de la Grande Dépression, c'est 1931, et c'est encore une fois un taux de chômage qui augmente très fort. Avec sur la montée des ligues, la manifestation du 6 février 1934 qui tourne à l'émeute et la tentative de marcher sur le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, par l'extrême droite. Alors en face de ça, il va se créer un front populaire qui prône la lutte antifasciste et la lutte syndicale. Et tout ça va s'associer très étroitement. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder ça aujourd'hui. On nous a proposé un nouveau front populaire qui a beaucoup d'intérêt, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, à cette époque, quand il se crée, ça fonctionne avec 3 grands groupes: les partis, les syndicats et les associatifs. Là, c'est arrivé à transformer effectivement un discours en mobilisation. Ce que peut-être on n'a pas aujourd'hui. Je vais passer un peu. Alors, je ne vais pas du tout parler de la Deuxième Guerre mondiale parce que je pense que c'est un temps assez spécifique, si ce n'est que là encore, on a une partie de lutte antifasciste. Il y a un événement qui m'a beaucoup intéressé et sur lequel je ne vais pas avoir trop de temps, je pense, c'est la question de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie. En 1950, la CGT, parce que c'est quand même, je parlais beaucoup de la CGT, je pense que c'est parce que c'est quand même un thème qui m'intéresse, prône l'indépendance de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. C'est une particularité par rapport aux autres syndicats et ce qui va permettre une adhésion massive des travailleurs, entre autres algériens, en Algérie et dans les pays en question, mais aussi en métropole. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la CGT Renault-Billancourt est vraiment l'un des fers de lance des luttes décoloniales. Et ça fait vraiment partie des choses que j'aimerais travailler et qui m'ont intéressé. Bon, alors, il y aura des manifestations qui vont très mal tourner. Entre autres, une le 14 juillet 1953 à Paris qui fera 7 morts tués par la police française. Où là, la CGT et le PCF sont plutôt des soutiens de Messali El Hadj, donc des messalistes. Jusque-là, donc, on peut dire qu'ils sont quand même soutiens des Algériens, mais en 1954, il va y avoir toute une série d'attentats. Et là, le PCF, selon le vocabulaire consacré, va condamner les attentats. Et là, on va avoir un discours vraiment qui va tourner. Maurice Thorez parlant d'union des peuples de France et des peuples coloniaux. Le même Maurice Thorez qui va dire c'est pas parce qu'on peut divorcer qu'on est obligé de le faire. Enfin, il va y avoir toute une espèce de dialogue là-dessus.
par intérêt, hein, je pense, pour faire prévaloir le fameux intérêt national de conserver nos colonies. Là encore, on va atteindre des sommets hein, dans ce genre de politique et de retournement de politique. Moi, c'est pour ça que je pense que là, on quitte vraiment la lutte antifasciste. C'est en mars 56, quand on va voter les pouvoirs spéciaux. Et 146 députés PCF vont voter ces fameux pouvoirs spéciaux à l'armée sous l'égide de Guy Mollet, président du Conseil des ministres. Il y aura une critique de la part de certains cégétistes et de membres du PC qui vont se mettre en vacances de leur organisation pour rentrer au FLN dans les réseaux Curiel et Janson. Donc c'est toujours pareil, quoi. Il y a le discours officiel et puis après il y a les gens. Et parmi les gens, non, il y en aura beaucoup qui vont soutenir les Algériens. Mais la CGT, le PC vont mettre énormément de temps à se positionner. Et ça va être principalement avec le retour des premiers conscrits qui vont commencer à décrire les tortures la saleté que peut être cette guerre, évidemment. D'ailleurs, il est intéressant aussi de noter que les premiers syndicats à se positionner, ça va être l'UNEF, c'est-à-dire un syndicat de jeunesse. Bah oui, ils sont directement concernés. C'est eux qui sont envoyés pour être conscrits. Et il y aura évidemment, ça va atteindre. Finalement, le PC va revenir en arrière. En 61, quand il y aura la manifestation de Charonne, et là, on va trouver 1 million de cégétistes et de communistes qui vont manifester au Père-Lachaise. Donc il aura quand même fallu du temps. Et il y aura quand même eu un moment où le PC et la CGT vont donc se retrouver du côté des colons, quoi, hein, disons-le clairement. Et ils le payent. Et ils le payent toujours. On leur reprochera toujours. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir des convictions fortes sur ces questions. Parce qu'on finit toujours par le payer. Enfin, c'est vraiment de commencer à aller s'intéresser aux thèses de l'extrême droite sur la priorité nationale, comme il l'appelle aujourd'hui, la préférence nationale, comme il l'appelait avant, et de commencer à vouloir jongler avec. Non, on le paiera toujours à terme. Donc il faut être ferme sur ces questions. D'ailleurs, pour en finir avec l'Algérie, si je puis dire, c'est aussi l'arrivée d'un jeune député à l'Assemblée nationale, d'abord au parti poujadiste en 1956, c'est Jean-Marie Le Pen. Ça sera le même Jean-Marie Le Pen qui sera choisi par Ordre Nouveau sous l'impulsion de François Duprat. Et donc, Ordre Nouveau, je ne vais pas m'étendre non plus dessus, mais c'est un mouvement néofasciste et activiste qui va être interdit très vite derrière. Et pourquoi il crée le Front National ? Déjà, à l'époque, pour avoir une façade respectable. Donc c'est pas une nouveauté. Quand on dit oui, mais Marine Le Pen essaie de donner un côté respectable à son parti, non, dès la création du Front National, on a cette motivation. Donc c'est voilà, c'est l'intérêt, je vous dis, de faire quelques recherches. C'est-à-dire que moi, dans mes a priori, je m'étais dit oui, c'est vrai que c'est Marine Le Pen qui change qui change le discours. Bon, alors on partait de très loin. Ordre Nouveau, c'était on partait vraiment de très loin. Mais déjà, l'avènement de Jean-Marie Le Pen et du Front National, c'est déjà une façon d'essayer de montrer un visage respectable. Avec d'ailleurs, c'est toujours intéressant, un argument choc, Jean-Marie Le Pen est le plus jeune député de l'Assemblée. Voilà, la jeunesse et le fait d'avoir le plus jeune président, le plus jeune député, comme si ça pouvait être un argument rassembleur. Les questions qui fâchent et les questions qui là vraiment m'ont intéressé, c'est la question du RN et surtout la question du gaucho-lepénisme, l'ouvriero-lepénisme ou le social-populisme. Alors, il y a des termes et des concepts dont il faut se méfier. Gaucho-lepénisme, ouvriero-lepénisme ont été employés pour parler d'ouvriers qui seraient passés de la gauche à l'extrême droite. Terme employé par Pascal Perrineau, politologue de plateau et professeur de Sciences Po, sachant médiatique. Et là, moi, vraiment, c'est important de parler de mépris de classe. C'est-à-dire que c'est cette croyance qu'il y avait des passages et des vases communicantes entre le Parti communiste et le Front National. Or,
Pour reprendre une intervention à la Fondation Jean Jaurès, le FN, Parti des ouvriers, point d'interrogation. Donc c'est Florent Gougou qui fait cette intervention-là et je la trouve très juste. En 1973, moins de 3% des ouvriers avaient posé un bulletin de vote frontiste dans l'urne. Aujourd'hui, ils sont près d'un tiers à le faire. Alors non pas tant les anciens ouvriers électeurs de gauche, mais de nouveaux ouvriers qui rentrent dans le corps électoral avec le renouvellement générationnel. En effet, en 1973, ce n'est pas les mêmes ouvriers qu'en 2014. Il y a 40 ans d'écart. On a encore, normalement, ils sont à la retraite. C'est plus les mêmes. Et donc, c'est pas à cet endroit-là où on va trouver la dérive. S'il y a des vases communicantes, aujourd'hui, elles sont étudiées, elles sont vues. C'est à droite, clairement. Aujourd'hui, l'effondrement de l'UMP, c'est un envoi direct vers le Rassemblement national. Alors je ne dis pas qu'il n'y a aucun communiste qui va au Rassemblement national, bien sûr qu'il y en aura. Mais idéologiquement, ils vont quand même, ça va être quand même plutôt du côté de la droite qu'on va avoir ce revirement. Alors juste pour toujours développer un peu cette idée de Front National et de ces interrogations, de cette façon respectable et aussi de prendre en main les luttes sociales. Il faut voir, dès la création, il y a un texte qui vient de l'Institut de formation nationale, c'est une note de 1972 sur l'image du front. Et alors là, il y a des phrases toujours un peu ahurissantes. Donc le Front National doit se présenter déjà comme trois droites, sociale, populaire et nationale. Ennemi des monopoles capitalistes. Héritière des traditions humanistes, pour qui l'amour de la patrie est la forme la plus haute de solidarité. Alors on va faire un peu de décryptage. Ennemi des monopoles capitalistes. Alors il rajoute tout de suite derrière et les ennemis professionnels de la lutte des classes. Donc quand même, ils se dissocient. Puis quand ils disent on est ennemi du monopole capitaliste, on peut entendre rapidement ennemi du capitalisme. Bon, le capitalisme, c'est quand même prôner la concurrence, la libre concurrence. Donc c'est aussi opposé au monopole. Donc ça, c'est un faux ami, mais qui fait bien en société, quoi. Ennemi des capitalistes, pour essayer certainement de récupérer une partie des syndicalistes. Hein. Héritière des traditions humanistes. Alors c'est les traditions humanistes façon Front National, travail, famille, patrie. La terre aussi, et puis bon, l'amour de la patrie est la forme la plus haute de la solidarité. Ben, oui. Là, c'est dire clairement, la xénophobie, c'est la solidarité. Donc là, on est dans le grand n'importe quoi, on est dans la pure rhétorique. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je posais des questions sur la question de la rhétorique, et je veux vraiment pas la mettre de côté, parce que je pense qu'en fait, elle fait très mal. D'ailleurs, la première affiche du Front National, c'est une affiche à caractère social, halte au chômage, le travail aux Français. Donc on voit bien, là, dès cette première affiche et dès le début du Front National, qu'il y a cette espèce de glissement entre les frontières de champs de lutte qu'on pourrait retrouver normalement, qui sont censés se retrouver à gauche. On va passer un petit peu, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, il faut voir que de 72 à 1980, ça ne marche pas. Front National en 1980 compte 270 adhérents. Ce qui va vraiment... Alors il y aura des changements. Alors je pense que l'arrivée d'un président de gauche va réveiller un petit peu certains extrémistes de droite, mais pas tant que ça. En 82, au niveau national, ils sont à 0,2%. Ils obtiennent juste quelques postes dans des mairies, à Dreux, à Saintes. Mais ils n'obtiennent pas la mairie, hein, ils ne sont pas maires. Ils obtiennent des scores de 10%, 8-10%. Ça va monter et sur un discours qui va être très efficace de leur part. Ça va être en 85 quand ils commencent à développer la thèse donc, de la préférence nationale. C'est un tabac. Ça allie position identitaire et sociale. C'est souvent utilisé dans le discours sur les allocations familiales. Comme une vertu morale et de bon sens, les Français d'abord. On est en pleine démagogie là plus crasse, basée sur aucune réalité sociale ou économique, du pur discours de comptoir purement xénophobe. Et là, en 86, donc un an après avoir commencé à utiliser ce vocable-là,
Là, ils commencent à monter vraiment sérieusement. On a 35 députés qui vont être élus et ils sont au niveau national aux alentours de 10%. 14% à la présidentielle de 88. Je vais vous citer. Alors, la préférence nationale, c'est vraiment quelque chose qui a fait très mal au niveau politique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu s'en emparer, justement, et à droite, entre autres. En 1985, ça c'est un truc étonnant que j'ai trouvé que je ne connaissais pas, c'est Juppé qui propose que pour le 3e enfant, on donne l'allocation qu'aux Français. C'est pas une nouveauté. Le positionnement d'extrême droite et les pensées d'extrême droite sont pas nouvelles et elles utilisent très souvent un fonds social. En 92, il va y avoir un texte écrit par Bruno Maigret qui s'appelle 51 mesures pour faire le point sur le social. Et ces 51 mesures sont à chaque fois mise en parallèle avec la préférence nationale. Donc je vous disais tout à l'heure la création des syndicats, évidemment, et puis la fameuse phrase de Gollnisch en 96, il faut un front social au front national. En 2011, Marine Le Pen se placera aussi en tant qu'antilibérale. Bon, c'est vraiment pas le cas, mais au vu des textes et de la manière dont ils les votent, mais en tous les cas, voilà comment ils vont se positionner. Telle va être leur rhétorique. Le FN va multiplier les incursions dans le champ syndical avec aussi la venue de Dominique Bourse-Provence, ancien juge des prud'hommes de la CFDT, chargé de recruter au RN en 2015. Marine Le Pen, en 2012, au nom de la liberté syndicale, souhaite abaisser le seuil de représentativité des syndicats, passer de 10 à 8% pour favoriser des syndicats corporatistes. C'est là encore en 2012 que sera, ce que je vous disais tout à l'heure, retirée la pénalisation de la grève dans le programme du FN. On pourrait croire que le FN se gauchise. Il est notable qu'en 2022, de moins en moins de références à la préférence nationale sont présentes dans les propositions, tout en demandant à l'inscrire dans la Constitution. Donc c'est là où on arrive à un espèce de glissement, c'est qu'en fait ils ont compris que ça devenait contre-productif de tout associer à ce discours-là. En le faisant rentrer dans la Constitution, de fait, on peut l'appliquer partout. Et désormais, leur nouveau jeu, ça va être vraiment de pouvoir, toujours pareil, élargir leur base. C'est d'avoir des discours purement sociaux. Par exemple, ils vont proposer d'abroger la loi, la dernière mesure sur le chômage. Ils se positionnent sur la retraite. Et ils ne font pas forcément référence à la préférence nationale sur ces textes-là. Alors pourquoi ils ne se gauchisent pas ? Bon, il y a quand même des petites résurgences, quoi. Par exemple, en 2022, vous avez Louis Alliot-Marie qui dit cette phrase qui, à mon avis, est stéréotype de la pensée d'extrême droite. Les syndicats sont les croque-morts du monde économique et du travail. Ils ne servent à rien. Voilà, au moins, là, on est clair, les choses sont dites. Mais quand même, ils tournent pas mal autour et ils vont tourner beaucoup autour de cette charte d'Amiens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, à Béziers, Ménard veut faire interdire l'UL syndicale, l'Union locale syndicale de Béziers à la CGT parce qu'ils ont un discours politique sur le racisme. Et ils estiment que c'est faire de la politique. Alors je vous rappelle, vous le savez certainement tous ici, que le racisme, ce n'est pas une option politique. Le racisme est pénalisé en France, c'est un délit. C'est pas une position politique. Bon. Mais en tout cas, ils vont vouloir s'en servir pour en fait, affaiblir les syndicats. Ça sera toujours leur angle. Il y a deux écueils dans lesquels on peut tomber et dans lesquels je suis tombé. Le premier est de dire que l'extrême droite monte avec les crises sociales et la pauvreté et les chiffres du chômage. Je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, 1931, montée du chômage, montée de l'extrême droite. 1888, montée de l'extrême droite, montée du chômage. Ouais, alors des fois ça fonctionne. En 2002, c'est pas le cas. En 2002, ça fait 10 ans qu'il n'y avait jamais eu aussi peu de chômage. Et pourtant, il passe au deuxième tour. Donc c'est pas évident. Et c'est pas évident parce que c'est... alors bien sûr, le vote Front National, c'est un vote qui est là pour faire peur, mais et donc utiliser le chômage, qui est une sacrée peur, évidemment, pour tous les travailleurs. On ne peut pas dédouaner les gens qui votent, à mon sens, on ne peut pas dédouaner quelqu'un qui vote RN. C'est d'abord, il y a une motivation xénophobe.
Ça serait aussi d'une certaine manière, alors donc de dire c'est les pauvres, c'est ceux qui sont le plus en danger socialement qui vont se mettre à voter Le Pen. Non, il y a eu un vote massif dans les beaux quartiers pour Zemmour. Les Versaillais ont voté massivement aussi pour Zemmour. Il ne peut pas y avoir de racisme structurel si structurellement le pays n'a pas un fond raciste. C'est violent de dire ça, mais il faut quand même à un moment accepter ces choses-là et le dire. Et on doit travailler là-dessus. Et on doit le travailler aussi au sein de nos organisations. Et peut-être la première chose qu'il faut travailler, c'est la fameuse petite blague raciste. Elle n'a pas lieu d'être et elle doit être tout de suite, on doit tout de suite se positionner. C'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose que j'aurais dû. Moi, allez, on va parler d'une expérience que j'ai vécue, c'est cette fameuse petite blague raciste sur un blocage sur la zone de raffinerie. Quand on est 5 à bloquer un pont, qu'il y a les flics en face et qu'il y en a un qui a fait une blague, on se dit je vais la laisser passer parce que n'empêche que si lui il part ou si on commence à se foutre dessus, le mouvement il va tomber très vite et le pont il va tomber très vite. Il faut peut-être accepter de perdre le pont. C'est comme ça. Et je vous dis c'est quelque chose qu'on peut pas, qu'il faut pas pardonner. Il y a aussi donc ça c'était la première chose, c'est un premier écueil. Et je pense que véritablement, en tout cas moi c'est ce que ça m'a permis de travailler un peu sur ces questions-là. Comme je vous parlais tout à l'heure quand le PC vote vote pour l'armée, l'autorisation de faire tout ce qu'elle veut en Algérie, il faut se positionner, quitte à être électoralement, quitte à y perdre. Hein. Mais c'est ce que dit aujourd'hui Sophie Binet, c'est intéressant. On ne s'est pas contacté avant, et puis moi, je n'étais pas spécialement là pour faire la promotion de la CGT. En tout cas, je suis heureux qu'ils se positionnent, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui, en ce moment, réfléchissent ces questions. Je ne dis pas qu'elles apportent tous des solutions intéressantes, mais en tout cas, ils se positionnent. Il y a l'autre écueil, c'est l'extrême droite comme idiot utile. C'est-à-dire de se dire, pour le patronat, c'est très arrangeant d'avoir une extrême droite qui monte, parce que ça fait peur, ça permet de décrédibiliser les mouvements sociaux. On a aussi l'idiot utile pour la gauche, pour Mitterrand. Moi, je vous ai dit un petit peu, oui, pour Mitterrand, d'accord, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais vu à l'époque les chiffres du Front National, non, c'est pas si criant que ça. Et non, c'est pas un idiot utile. Lui, il prend les votes et il s'en sert. Il le fait pas grâce ou à cause de mouvements extérieurs. Ils le font par eux-mêmes et ils agrègent une pensée xénophobe. Enfin, faut vraiment en avoir conscience et vraiment s'en méfier. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais quand même, c'est vraiment essentiel de le rappeler. Et ça, c'était aussi un a priori que j'avais. C'est-à-dire de dire, oui, l'extrême droite, c'est les syndicats jaunes, ce genre de choses, la valeur travail, c'est toujours... Oui, ça fait partie de ces choses-là. Bien sûr que c'est intéressant, on peut le regarder comme ça, mais ils ont leur existence propre. Et généralement, c'est pas l'extrême droite qui court derrière le patronat, mais c'est plutôt, alors là, ce que je vous disais tout à l'heure, Juppé, Chirac, Sarkozy qui court derrière le Rassemblement national. Typiquement, je vous avais cité tout à l'heure ce que disait Juppé. Donc la fameuse phrase de Chirac, c'est dans un pays qui a 2 fois plus de travailleurs immigrés que de demandeurs d'emploi, il serait facile de résoudre la question du chômage. Le Sarkozy pour la présidentielle de 2007 qui dit je suis pour la préférence communautaire mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être pour la préférence nationale. Donc ils vont se positionner. Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, qui publie une circulaire qui demande au préfet de refuser un permis de travail aux étrangers si des Français au chômage ont le même type de diplôme. Évidemment, François Hollande qui souhaite voir étendre la déchéance de nationalité. On pourrait parler aussi des sorties du camarade Roussel, que je vais éviter de développer, mais qui surfent souvent sur des thématiques anti-woke, anti-écolo, franchouillardes, qui jusqu'à présent n'ont pas sauvé son parti aux dernières élections. Si le racisme est structurel en France, c'est bien qu'il y a une adhésion à ces idées. On va essayer de terminer. Allez, tout ça, je vous en ai parlé, donc c'est bien. Oui, alors effectivement, pour en finir un petit peu, donc il y avait une chose que j'avais pas, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était effectivement, il y a aussi un discours sur l'écologie. Or, les syndicats sont en mesure d'avoir un discours clair sur la question.
Et moi, j'espère avoir l'opportunité d'en parler prochainement et d'organiser cette fameuse rencontre sur ces questions-là, entre autres avec les raffineurs. Là, je vous inviterai à aller voir un de mes films qui s'appelle Demain il fera jour, où j'ai interviewé sur la question écolo des responsables de la CGT. Et à Marignane, par exemple, il y a une position très claire sur l'écologie et parmi les raffineurs. Et en face, on a donc ce fameux discours anti-woke dont on a pu parler tout à l'heure. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui me fait un peu mal parce que je pense qu'il y a des vraies réflexions et il y a de la formation à avoir, en fait, à mener. Je revoyais sur Facebook il y a peu de temps, je vais peut-être éviter de finir là-dessus, mais je vais essayer de finir sur Angela Davis, ça sera plus cool. Mais je voyais un post d'un camarade CGT qui fait une capture d'écran de CNews, ça commence par là, et qui dit dans nos supermarchés, nous allons vendre des nuggets vegan. Smiley, humour, tout ça. Bon, déjà, camarade, tu prends en capture d'écran et tu fais la promotion d'une chaîne raciste, hein, on ne peut pas dire autre chose, purement xénophobe, qui fait son beurre sur ces questions-là. Et ensuite, tu viens de positionner sur un positionnement woke, quoi. Soi-disant, alors qu'en fait, le bien-être et bien manger, c'est des questions qu'on peut tous se poser. Peut-être qu'électoralement, c'est plaisant, ça marche, ça agrège les gens autour de soi. Mais sur le long terme, tu vas être perdant, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et là, c'est vraiment un manque de formation. Et il va vraiment falloir qu'on insiste, nous, là-dessus, sur ces questions-là. On peut pas être ambivalent comme ça. Il n'y a pas d'ambivalence. On peut pas être, pour moi en tout cas, et là, je vais vraiment parler de la CGT, mais on peut pas être à la CGT et voter RN. C'est pas possible. Et puis, de toute façon, pour moi, on peut pas se syndiquer, au vu de tout ce que j'ai dit sur la position des syndicats et de l'extrême droite. On peut pas être syndiqué et voter RN. C'est pas possible, c'est antinomique. Bon, pour citer Angela Davis. Le syndicalisme radical est essentiel dans les luttes contre le racisme. Alors elle l'a montré à de nombreuses reprises, mais entre autres, elle parlait d'un syndicat américain qui s'appelle International Longshore and Warehouse Union, un syndicat qui défend les intérêts des ouvriers portuaires et qui a été en première ligne depuis très longtemps sur la question du racisme et du colonialisme, en refusant de décharger les bateaux venant d'Israël, et à une autre époque en refusant de décharger les bateaux venant d'Afrique du Sud. Donc il est possible effectivement d'avoir un discours syndical, un discours engagé. On en a besoin, il faut se positionner. Voilà, c'est un peu là-dessus que je terminerai. Et puis, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence. On a bien fait de te pousser à la faire parce qu'elle était vraiment nécessaire. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, c'est bon. Justement, par rapport à ça, j'aurais une question sur le fait qu'il y a le syndicat comme organisation, la structure. Et par exemple, quel serait ton avis sur le fait que des fois, tu peux avoir plus facilement une adhésion des syndiqués, mais il y a tellement de bureaucratie, de jeu de pouvoir au sein des syndicats, quel qu'il soit, avec un bureau local, puis départemental, puis régional, où tu as des fois du mal à avoir de l'adhésion sur les mouvements. Est-ce que ça expliquerait pas aussi en partie cette rupture entre les têtes pensantes et la globalité de leurs syndiqués, sur le fait que tu aies du mal à avoir des adhésions sur la lutte contre le racisme, l'homophobie, le sexisme et tout ça? Alors, ouais, c'est vrai qu'on en parle souvent, et souvent il y a cette espèce de dichotomie, ouais, ça vient de Paris. Les mobilisations, elles ne fonctionnent qu'à partir du moment où c'est la base qui est en mouvement. Sur la question sur l'Algérie, à la CGT, les premiers mouvements qui ont été vraiment efficaces, c'est les UL. C'est au niveau local. Ça vient toujours du local. Donc, c'est pas c'est très bien qu'il y ait un positionnement sur le fronton pour défendre les chômeurs, pour lutter contre le racisme. C'est très bien, mais ça se passe toujours dans les unions locales.
C'est toujours à cet endroit-là que ça se passe. Et c'est à ces endroits-là que doit venir l'impulsion. Je ne pense pas que ce soit un problème d'éloignement avec Paris. Je pense que c'est en local, nous, on doit travailler ces questions. Et on doit vraiment se positionner et être ferme là-dessus. C'est pas ni la faute ni grâce à Paris que les choses vont changer, ou en tout cas au national, comme nous on le dit dans notre vocabulaire de syndiqués. C'est vraiment, je pense qu'il faut que la conviction se transforme en mobilisation au niveau local. Et tant qu'on n'a pas ça, il n'y aura rien. Enfin, comme je disais, hein, la lutte, si elle n'est pas menée, elle est perdue d'avance, quoi. Donc, et la lutte, elle se mène toujours au niveau local. Voilà. Tu disais, tu parlais plutôt de syndicats qui peut-être représentent plutôt un service à la personne dans ces négociations de salaire, dans tous les services que le fait d'être syndiqué dans ce syndicat va pouvoir te permettre. Et j'avais plutôt l'impression que tu voulais continuer et partir sur autre chose. Ça devrait être autre chose. Autre chose devrait se passer dans ces organisations syndicales. Alors, la fermeté du discours, etc. Et je serais intéressant de savoir si tu avais des exemples un peu plus parlants. Voilà. Alors moi, par exemple, c'est les manifs pour les retraites. Hein. C'est-à-dire que là, ça a été quand même assez suivi. Il y a eu du monde. C'est quelque chose qui a été partagé en intersyndical. Il n'y a pas véritablement de différence d'un syndicat à un autre. Peut-être si, quand même, quelques nuances, mais pas tant que ça. C'est aussi le rôle des syndicats, évidemment, d'aller au prud'homme, d'aller défendre les salariés sur le terrain. Mais ça n'est pas qu'un prestataire de service de la lutte. Et vraiment, ils doivent aussi être moteurs dans l'éducation populaire. Ils doivent être moteurs dans les revendications. Et obtenir l'adhésion de leurs syndiqués. Et oui, c'est quelque chose que je regrette. Il n'est pas possible qu'un syndiqué vote RN. Mais on peut tout à fait comprendre que quelqu'un qui est au RN ait besoin à un moment des syndicats. C'est évident. Et qu'il aille faire ce pas de côté vers les syndicats pour ses propres besoins. Or, voilà, il faut qu'ils sachent où ils mettent les pieds et que ce soit très clair. Ça, c'est déjà la moindre des choses. Qu'ils ne puissent pas se permettre la fameuse petite blague, qu'ils ne puissent pas se permettre, et puis être encore moins élus. Là, et c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, ils sont exclus régulièrement. Il y en a eu encore, je crois, à la CGT 76 aussi, qui ont voulu se présenter sur des listes RN. Mais voilà, en tout cas, les syndicats, c'est aussi effectivement des idéaux. C'est aussi de l'idéologie, et dans le bon sens du terme. Moi, j'oppose vraiment rhétorique et idéologie. C'est-à-dire qu'on a des idéaux, bien sûr, et auxquels on adhère et auxquels on adhère fortement. Et on ne peut pas venir être simplement utilisateur d'un syndicat. On y vient, on y milite et on y croit. J'espère. Pour voir le milieu syndical de l'intérieur en usine, je vois une évolution au cours des années avec la diabolisation de la CGT qui a été faite au national par les grands médias, qui fait que de plus en plus massivement, les gens se détournent de la CGT. Et alors, c'est pas pour pareil, je ne veux pas faire la défense de la CGT ou quoi que ce soit, mais vont se tourner vers des partis un peu plus jaunes ou des syndicats de cadres qui arrivent à faire semblant de défendre ceux d'en bas. Et arrive par là, de ce que je ressens, arrive par là un langage qui s'apaise, non pas qui s'apaise, plutôt consensuel, parce qu'ils essayent tous de parler à un même niveau de langage, et il y a une perte de radicalisation dans l'échange et dans le dialogue, avec ce qui permet d'ailleurs justement des positionnements un peu dérivants de gens qui arrivent à dire à la fois moi j'aime bien la CGT mais j'aime bien le Front National, limite dans la même phrase, et moi j'ai envie de m'étrangler.
J'ai jamais passé le pas de m'engager et de me dire ok, je veux bien être sur une liste parce que j'ai perso pas envie, mais j'essaye d'être entre guillemets présent en usine pour dire bah non, ce propos-là il tient pas avec la CGT. Enfin, mais moi je vois vraiment une évolution et à quel moment il pourrait être intéressant et pareil, hein, on revient sur la conférence d'avant, c'est quoi la solution? J'en ai aucune idée. Mais comment on arrive à dire, bah ouais, les syndicats, ils sont importants, ils sont là vraiment pour nous défendre. Ils sont pas là juste pour militer pour leurs égos, parce que c'est ce qu'on entend énormément en usine, c'est que les militants syndicaux, ils sont là juste pour leur gueule, alors que ouais, il y en a, ils sont là que pour leur gueule. Mais il y en a quand même qui sont vraiment là, qui sont vraiment des militants, qui sont là pour se battre pour les autres. Comment on redonne cette force aux syndicats et pas en faire des syndicats mous comme j'ai cru que ça pouvait se passer dans d'autres pays d'Europe. La France avait vraiment cette force-là syndicale. Pour moi, elle est en train de se battre, de perdre cette lutte. Et comment on y pense? Parce qu'on des fois, on est les premiers, nous militants un peu gauchos, à dire les syndicats vont pas assez loin. Mais au final, on a besoin d'eux et on a besoin de les aider, peut-être justement pour aller plus loin. Je sais pas, je pose ça là. Démerdez-vous avec ça. Non, c'est la question du que faire. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi cette chose-là, quoi. C'est-à-dire que quand même, allez, tout à l'heure je disais oui, la réforme des retraites, il y a eu un gros mouvement syndical. Bon, en termes de grévistes, c'était minable. Soyons très clairs. Il y a pas 10% sur la population totale, c'était des journées à 10%. Donc quand j'en entends qui disent mais les syndicats, qu'est-ce que vous foutez? Il faut faire la grève générale. C'est quand la dernière fois que toi t'as fait grève? Tu sais, tu peux tout seul, avec un copain, monter un syndicat à deux et vas-y, lancer le mouvement. Partez les premiers, camarades. Mais la réalité, c'est que effectivement, d'une part, les mouvements syndicaux, et en tout cas, ont du mal à percer, ont du mal à obtenir des avancées, parce qu'il n'y a pas de mobilisation. Pourquoi on fait des blocages? Soyons très clairs. C'est parce que les ouvriers vont au boulot. S'ils étaient en grève, on n'aurait pas à les bloquer, hein, et on ne ferait pas de blocage. Voilà. Donc c'est malheureux, c'est comme ça. Ça, c'est déjà une première faiblesse. La deuxième faiblesse, alors, vraiment vis-à-vis du discours de l'extrême droite, je pense que c'était une naïveté qu'il y avait dans les années 90 de dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on va les intégrer, on va les faire venir. Tu sais, moi, les racistes, je discute avec eux, puis après, ils sont plus racistes. C'était une forme de naïveté que moi, j'ai entendu encore dernièrement dans mon syndicat, que j'ai pu entendre, et je ne veux pas les moquer, hein, chez les Gilets jaunes. On disait, mais quand même, et là, chez les Gilets jaunes, les chiffres sont ceux qui se disent Gilets jaunes. Hein, c'est toujours pareil. Sur les statistiques, c'est pour ça que je vous parlais de sympathisants CGT. Mais là, les chiffres, c'est carrément 1 sur 2 qui a voté aux européennes pour Bardella. Donc, c'est pas... Moi, je pense il faut effectivement un moment discuter, il faut un moment essayer de convaincre. Mais il faut aussi un moment se dire que on a affaire à un type d'extrême droite, à une pensée d'extrême droite, et que non, on ne va pas la laisser infuser au sein de nos luttes. On l'a fait naïvement, peut-être pour des questions électorales, peut-être pour des questions d'hégémonie dans les entreprises, et on va le payer. De toute façon, on va le payer, on le paye, et c'est important d'avoir des discours clairs. C'est important. Voilà. Et vraiment, le petit passage sur les Gilets jaunes, c'est vraiment pas pour les moquer. Je vous dis, on a eu tous la même naïveté, quoi, à un moment de se dire, c'est des idiots utiles. On va pouvoir les manipuler. Enfin, toujours, il y a cette espèce de pensée-là. Non, on manipule pas l'extrême droite. Quand elle arrive au pouvoir, elle la prend, elle installe ses règles. Et là, bon courage. Voilà. Et la première chose qu'ils feront pour les syndicats, en tout cas c'est clair, ça sera de les réduire, de les détruire, de les éliminer. Donc ne serait-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, ne serait-ce que pour des questions de bon sens, non, il ne faut pas les laisser infuser chez nous. Voilà. On lâche rien. On lâche rien. On va vous remercier. Merci à vous. Merci beaucoup.